Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science. Certains politiciens et médias disent que c'est le temps de vivre avec la Covid et que même la pandémie est terminée. L'Organisation mondiale de la santé a assuré toutefois récemment que la pandémie n'est pas finie, la crise sanitaire suit son cours et que le coronavirus et ses variants continuent à faire des décès. La crise sanitaire a fait encore 160 000 décès au cours des 2 derniers mois pour un total de 7 millions de morts 3 ans après le début de la pandémie, selon l'OMS. Elle dénombre aussi 752 millions de contaminations tout autour de la planète. Dans une annonce récente, l'OMS a décidé de maintenir l'alerte maximale. La situation demeure toujours préoccupante dans de nombreux pays du monde et pour trop de personnes dont la santé reste vulnérable, comme les personnes âgées, alors que la vaccination contre le virus reste souvent insuffisante. Elle recommande aux États de poursuivre la dynamique de vaccination nationale, de lutter contre l'infodémie, l'épidémie de fausses nouvelles sur le coronavirus, sa transmission ou les traitements naturels, mais aussi de se préparer aux événements futurs. Alors, comment pourrions-nous finir avec cette crise sanitaire? Nous vous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous voulons voir aujourd'hui comment pouvons-nous vivre avec la Covid, car la crise sanitaire n'est pas terminée et compte encore de nombreux décès. La menace sanitaire compromet encore la sérénité que nous aimerions avoir 3 ans plus tard. J'en parle avec mes invités. Je suis en compagnie de la docteure Joanne Liu. Vous êtes pédiatre urgentiste au centre hospitalier universitaire de l'hôpital Sainte-Justine. Vous êtes également professeur à l'école de la santé des populations et de la santé mondiale. Vous siégez sur le comité indépendant de l'évaluation de la réponse à la COVID-19 de l'OMS. Et vous avez été également présidente de l'organisme Médecins sans frontières, un organisme qui reste cher à votre cœur. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi de Roxane Borges da Silva, qui est directrice et professeure agrégée au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Le président américain Biden avait annoncé à la mi-septembre que la pandémie était terminée, alors que bon nombre d'Américains attrapaient encore la COVID et certains en décédaient. Alors, comment pourrions-nous finir cette crise sanitaire ou plus simplement, comment pouvons-nous vivre avec la COVID? C'est ce que nous allons voir. Nous ne sommes plus dans une situation cruciale et urgente comme au début. Pourtant, ça ne veut pas dire que la menace a disparu et la situation est très disparate entre les pays autour de la planète. N'est-ce pas, Dr. Liu? Oui, tout à fait. Donc, je pense que depuis le début de cette pandémie-là, on se rend compte qu'il y a toujours des épicentres de la pandémie qui se déplacent. Et donc, pas parce qu'aujourd'hui, on est dans une séquence un peu plus tranquille en Amérique du Nord que c'est la même chose dans une partie de l'Asie, par exemple. Donc, c'est important de voir la photo globale. Et c'est pour ça qu'on ne s'étonne pas qu'on a reconduit pour un autre 3 mois l'urgence de santé publique de portée internationale il y a quelques semaines. Oui, dans une annonce récente, l'OMS a décidé donc de maintenir l'alerte maximale. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, professeur Borges da Silva? Mais en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il faut continuer d'être conscient en fait des risques qui sont associés à cette pandémie. On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui pourrait apparaître, qui soit plus virulent ou plus mortel. Donc oui, on peut revenir à une vie normale, mais en changeant en fait nos pratiques et nos comportements et en faisant attention, par exemple en portant le masque ou en s'isolant si on a le moindre doute sur nos symptômes. Parce que tous les risques qu'on prend en fait ont un impact sur notre entourage, sur le bien-être collectif, et on peut mettre en danger d'autres personnes qui sont plus vulnérables autour de nous, que ce soit pour la Covid, c'est-à-dire se retrouver hospitalisé ou en décédé pour des personnes plus vulnérables, mais également par rapport au syndrome post-Covid qu'on appelle plus couramment la Covid longue, qui est un réel enjeu et pour lequel on n'a pas encore découvert tous les déterminants. Oui, vous l'avez dit, les nouveaux variants multiplient les vagues et certains sont plus résistants que d'autres. On pense à Omicron et à ses descendants. Est-ce que la COVID est devenue endémique? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela implique, Dr. Liu?
Avant de répondre à cette question-là, je voudrais revenir sur l'urgence de santé publique de portée internationale. Oui. Je crois que c'est important de bien cadrer le fait que ça a été reconduit. C'était aussi reconduit parce que ça permet de garder ce qu'on appelle une solidarité internationale. Et donc, si il y a une urgence à un endroit, il y a quand même une espèce d'engagement tacite qu'on va s'entraider. Et ça, c'est important. Et en enlevant cette étiquette-là d'urgence de santé publique de portée internationale, ça deviendra encore plus chacun pour soi. Donc, moi, je vais mettre un petit peu l'accent là-dessus parce que je crois que c'est essentiel à l'heure actuelle. On est tellement interdépendants, interconnectés, qu'il faut rester solidaires les uns envers les autres. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Turquie et en Syrie avec le tremblement de terre. Oui, tout à fait. Pour revenir à l'étiquette endémie, l'étiquette endémie, je pense que c'est un débat qu'on a depuis déjà plusieurs mois, quasiment, on va dire, des années. Et puis, je pense que les gens associent l'étiquette endémie à on passe à autre chose et puis c'est terminé. Et de façon générale, donc moi, je suis pas une personne vraiment en santé publique, mais la définition qu'on en fait, nous, dans mon cadre de santé publique humanitaire, c'est qu'une fois qu'une maladie est rendue prévisible et qu'elle est devenue dans l'écosystème de l'humain et qu'on peut un peu prédire son comportement, mais on arrive à une séquence, à une phase qui est plus endémique. Je crois qu'on est toujours dans une dynamique de surprise avec la COVID-19 et je pense que en tout cas, j'hésiterais à mettre l'étiquette ferme sur une phase endémique. Mais peut-être que le Dr Da Silva a d'autres propos à dire sur ce point-là. Oui, professeur Borges Da Silva, vous en pensez quoi de cette étiquette? Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, la Dr Liu. En fait, j'ai envie de faire une référence à à la théorie de l'assurance ici, où quand on a un risque pour lequel on est capable de connaître les conséquences et la probabilité que l'événement arrive, à ce moment-là, oui, on va pouvoir parler d'endémique, mais ici, on n'a aucune idée de la probabilité d'émergence de nouveaux variants et on n'a aucune idée non plus de quel type de nouveaux variants va arriver et des conséquences qui vont être associées à ces nouveaux variants, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être plus virulents, plus mortels, faire plus de Covid longue. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas classer la Covid longue comme endémique et la laisser derrière nous en disant c'est correct, tout va bien, c'est un peu comme la grippe, on est capable de régler le problème. Non. Il faut encore rester très sérieux avec cette menace et en fait prendre cette menace très au sérieux et contenir les risques associés et adopter des bons comportements. Oui, on commence à en savoir un peu plus sur le virus et la vaccination nous a beaucoup aidé dans la protection, mais nous ne sommes pas donc à l'abri de nouveaux variants plus virulents. Nous ne connaissons pas encore tous les déterminants de la Covid longue, professeur Borges Da Silva. Non, absolument, on les connaît pas. Donc, on a plusieurs études qui commencent à sortir, mais on n'a pas le recul nécessaire et surtout qu'en fait, la Covid longue varie d'un variant à un autre. Les effets de la Covid longue aussi, les symptômes aussi de la Covid longue varient. Donc, c'est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir faire de la prévision et s'assurer en fait qu'on est capable en fait, c'est ça, de mettre en place des mesures qui vont permettre d'éradiquer ou en tout cas de contrôler les problèmes associés à la Covid et à la Covid longue. Donc il faut rester très prudent. Oui, un peu plus modeste qu'on l'est peut-être. Certains gestes barrières comme le masque, mais aussi la vaccination, peuvent aider à accélérer la sortie de crise sanitaire, si on peut dire ça comme ça. Je pense à la 4e dose ou au futur vaccin plus performant. Qu'en pensez-vous, Dr Liu? Je crois que le vaccin fait partie, de ce qu'on a dans notre boîte à outils aujourd'hui pour endiguer la COVID-19. Donc moi, vous savez, c'est toujours que les propos internationaux qui m'intéressent. Donc, je vais me permettre de faire un commentaire sur l'accès au vaccin au niveau à l'échelle planétaire. Et puis, je pense que on a vraiment fait face à une inéquité sans borne, je vous dirais, et honnêtement malheureuse parce que on est encore aujourd'hui devant le fait que on a à peine un quart de la population d'un pays à bas revenus qui est vacciné. Et ça, quand on va fêter le 3e anniversaire de la pandémie. Donc, c'est quand même scandaleux.
qui est aussi extrêmement scandaleux, c'est que on s'est accaparé ces vaccins-là, mais pour ajouter, je veux dire, un scandale à tout ça, c'est qu'on a quand même détruit plus de 30 millions de vaccins ici au Canada, où on va les détruire éminemment, parce qu'une partie a déjà été détruite. Et quand on regarde tout ça globalement, je trouve ça extrêmement dommage, parce que on n'a pas réussi en temps et en heure d'avoir cette solidarité-là internationale. Et on sait qu'on ne peut pas finir la COVID seulement dans une partie du monde. C'est un petit peu comme les changements climatiques. Il faut que tout le monde avance en même temps. Et aujourd'hui, on va faire comment avec les nouvelles générations de vaccins? Et est-ce qu'on va vraiment être solidaire pour s'assurer qu'on offre des vaccins de dernière génération aux pays à bas revenus? Et moi, je pense que c'est là que tout se joue. Et il faut le acter parce que on va juste prolonger, en fait, l'incertitude par rapport à la COVID-19. Oui, professeur Borges da Silva, de futurs vaccins plus performants, mais aussi les partager mieux autour de nous avec les autres États. Absolument. En fait, on n'est plus au Moyen-Âge où ça nous prenait un cheval et une calèche pour avancer. On a, avec la mondialisation, maintenant, les gens se déplacent énormément sur la planète. On a, comme disait ma collègue, une interdépendance pratiquement complète d'un pays à un autre. Le commerce international, les voyages en avion, etc. Donc, si un nouveau variant apparaît, c'est sûr qu'il va se promener sur toute la planète. Il faut absolument qu'on soit tous solidaires, que les pays travaillent ensemble. Si un pays reste à la traîne, alors on n'arrivera pas. Alors les pays développés ou les pays du Nord n'arriveront pas à leur fin pour éradiquer en fait ou réduire les risques associés à la pandémie. Donc c'est vraiment très très important de travailler tous ensemble et de partager en fait et d'être équitable avec dans la distribution des vaccins. Et il faut absolument que les pays du Nord, les pays développés fassent leur part pour soutenir les pays du Sud, de manière à ce qu'on puisse tous ensemble avancer pour contrer ce virus et tous ces variants. Oui, de toute façon, avec un avion, on est à 24 heures du prochain variant pour nous, qu'on pourrait attraper nous-mêmes et ramener. De toute façon, on n'est pas à l'abri non plus. On ne vit pas sous cloche. Donc, absolument. Vivre avec le virus, ça signifie adopter de bonnes pratiques et peut-être changer nos comportements, comme rester chez soi si on est malade ou porter un masque si on doit absolument aller au travail mais être malade. Là. Ces changements de comportement vont avoir un effet pour protéger les autres de la COVID et de la COVID longue, mais aussi d'autres virus qui circulent. Expliquez-nous un petit peu, professeur Borges da Silva, comment individuellement on doit changer ou on a dû changer nos comportements. Mais en fait, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en santé publique, on a une approche qui est beaucoup plus incitative que coercitive. C'est-à-dire que on va plutôt accompagner, informer, expliquer, éduquer, inciter. Ça, c'est le vocabulaire de la santé publique, plutôt que contraindre, obliger ou forcer. C'est sûr que dans le contexte de l'avènement de la pandémie, là, on était dans une situation où on connaissait pas le virus. Donc, on a d'abord adopté des mesures qui étaient beaucoup plus restrictives, puisqu'on n'avait aucune idée des risques associés et de l'impact du virus. Maintenant que on voit qu'on en connaît un peu plus, disons, qu'on a la vaccination comme outil, eh bien, on est arrivé à un point où, étant donné surtout que les restrictions sanitaires ont eu un énorme impact économique, social et sur la santé, je parle notamment de santé mentale, on arrive à un point où il faut absolument qu'on améliore les connaissances, les croyances populaires et qu'on adopte de bonnes pratiques et qu'on change les comportements. Et c'est ce qu'il va falloir faire maintenant. Donc les gens vont devoir changer leur façon de voir les choses. On le voyait déjà en Asie, par exemple, dès que, avant la pandémie, les Asiatiques sont beaucoup plus sensibles au fait que quand ils sont malades, ils doivent porter un masque. Maintenant, on doit adopter ces changements de pratiques et ces nouveaux comportements qui nous permettent de nous protéger, nous, mais également notre entourage. Oui, Dr Liu, c'est peut-être plus compliqué dans des pays africains où les gens ont plus de proximité et sont peut-être moins habitués que dans des États asiatiques où ils sont déjà habitués de porter le masque, ne serait-ce que par le niveau de pollution, souvent. Oui, jusqu'à un certain point. Je veux dire, cela dit, sachez que dans le continent africain, honnêtement, ils font face à des épidémies régulièrement. La plus grosse épidémie d'Ebola a eu lieu en Afrique de l'Ouest en 2014-2016.
Et c'est suite, il y a eu certes une réponse locale et après ça un soutien international, mais c'est surtout le changement de comportement des communautés qui a fait la différence. Quand les gens ont compris la pathophysiologie et quand les gens ont compris qu'ils faisaient partie de la réponse, la manière qu'ils interagissaient ensemble. Et honnêtement, quand on regarde la performance en Afrique, ils sont habitués à certaines mesures. C'est sûr que le port du masque était quelque chose de relativement difficile. C'est sûr que souvent aussi, ils vivent dans des conditions de vie, des milieux de vie dans certains endroits qui sont plus difficiles d'être isolés. Mais je crois qu'ils ont une compréhension des phénomènes épidémiques parce qu'ils en ont souvent. C'est entre l'Ebola, le choléra, la rougeole. En fait, ils en font souvent. Je vais quand même revenir sur certaines choses, puis deux petits points. Oui. Juste pour revenir sur le fait dans l'international, puis que ça bouge vite, juste pour donner des chiffres à certains endroits. Avant la pandémie, il y avait 100 000 voyages internationaux par jour en avion, ce qui donnait 11 millions de voyageurs par jour internationaux. Donc, juste nous donner une idée pourquoi ça va vite. Donc, des fois, avoir un chiffre, ça nous permet de cadrer les choses. Oui, tout à fait. Par rapport aussi à ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, moi, c'est une chose que j'ai répétée régulièrement, c'est que le principe de précaution devrait toujours s'appliquer. Et donc, quand on ne sait pas, au lieu d'arriver avec je pourrais dire, des postures fermes, je crois que c'est important de dire plutôt, aujourd'hui, voici ce qu'on sait, voici ce qu'on ne sait pas. Et donc, vu qu'il y a encore une part de choses, d'incertitudes, on va appliquer le principe de précaution que moi, pour ma part, je ne trouve pas qu'il a toujours été appliqué. Puis l'autre chose aussi qui est très, très importante devant l'incertitude, c'est d'avoir de la transparence. Et je crois aussi que ça, là, je pense qu'on est un meilleur qu'au début. Mais je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'au début, si on avait dit aux gens qu'on gère autant une pénurie qu'une pandémie, les gens auraient eu une ouverture et il y aurait une compréhension par rapport au fait que les consignes changent et évoluent à travers le temps parce que nos connaissances évoluent. Et ça, je trouve ça dommage que ça n'a pas été fait. Puis j'espère que ça fait partie des leçons qu'on va apprendre puis qu'on va, je veux dire, acter par la suite. Oui, tout à fait. Professeur Borges da Silva, il y aura des changements nécessaires au niveau des autorités de santé publique aussi et des gouvernements, pas juste individuellement. Oui, absolument. Il faut vraiment que les gouvernements s'outillent et mettent en place en fait non seulement des systèmes de détection, traçage, analyse des nouveaux variants, mais également des systèmes d'information pour permettre en fait qu'ils soient robustes et fiables, pour permettre de partager l'information avec leur communauté, leur population, mais également avec l'international, pour qu'on puisse tous réagir rapidement si on voit l'apparition de nouveaux variants. Et il faut aussi évidemment offrir à la population de son pays. Il faut que les directions de santé publique, les autorités, les gouvernements offrent à la population les moyens de changer de leur comportement, d'adopter des bonnes pratiques, comme par exemple en mettant en place l'accès gratuit aux tests rapides, qui a été le cas au Canada, et c'est une très bonne initiative, une très bonne chose. On sait très bien que dès qu'on a un coût monétaire associé à une pratique, les gens vont beaucoup moins adopter la nouvelle pratique. Donc c'est très bien d'avoir mis en place l'accès gratuit aux tests rapides et également mettre en place par exemple des masques à disposition gratuitement dans les lieux publics. C'est quelque chose aussi qu'il faut continuer c'est des pratiques qu'il faut pérenniser pour pouvoir justement inviter et inciter la population à changer ses comportements. Oui, tout à fait. Il faut le support finalement des autorités de santé publique. Docteur Liu, quels sont selon vous les changements nécessaires à faire au niveau macro, au niveau des États et des autorités sanitaires, peut-être plus largement? Mais je pense qu'au niveau macro, on est vraiment là dans un exercice qui est très important. C'est le traité pandémique à l'Assemblée mondiale de la santé, avec les États membres qui viennent de sortir là, le draft zéro, là, donc la copie zéro, là, il y a quelques semaines. Et je crois que tout le monde est tout à fait d'accord pour se dire que si on veut être mieux préparé pour la prochaine fois, et on doit avoir une gouvernance mondiale par rapport aux pandémies, d'une part. À quel niveau cela doit-il se jouer? Nous, le PNL indépendant, depuis le début, on met en avant d'avoir un conseil international, global, sur les menaces
les menaces biologiques infectieuses, d'une part. Puis d'autre part, c'est d'avoir aussi une plateforme pour de recherche et développement qui va créer des biens communs au niveau de vaccins, traitements et tests rapides. Et j'insiste là-dessus parce que c'est comme ça, pour revenir au début de la conversation, c'est si on veut que endiguer ou empêcher en tout cas qu'une éclosion qui devient une épidémie ne devienne pas une pandémie, c'est qu'il faut que tout le monde ait accès qu'importe où est-ce que ça se déclare, à des outils pour la combattre. Et donc, ça ne doit être que les pays riches. Il faut aussi que les pays à bas et moyen revenu y aient accès. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer un écosystème où on aura des biens communs accessibles à tous. Tout à fait. La commission Lancet sur les leçons à tirer de la pandémie de la COVID-19 sanctionnait le 15 septembre dernier dans un rapport que la gestion mondiale de la crise sanitaire serait un échec mondial massif, un échec de la rationalité, de la transparence, des normes de pratique de santé publique, de la coordination opérationnelle et même de la solidarité internationale. Est-ce que c'est déjà le temps de tirer quelques leçons de ces 3 ans de pandémie et est-ce qu'on sera capable de les tirer, peut-être, professeur Borges da Silva? Mais c'est sûr qu'à posteriori, après, en termes d'amélioration des pratiques, on peut toujours faire mieux et c'est facile de critiquer. Par contre, sur les aspects de transparence et de diffusion de l'information et c'est ça. Et puis de gestion de la pandémie, c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais d'un gouvernement à l'autre, les gouvernements ont essayé de faire au mieux dans une situation de gestion de crise, peut-être mal outillés parce qu'ils n'avaient peut-être pas autour d'eux des experts en gestion de crise et on n'avait jamais vécu une crise majeure comme ça. Donc oui, il faut tirer des leçons et il faut s'améliorer parce qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux que ce soit un autre variant qui apparaisse ou un autre virus complètement. Il faut absolument être en mesure de pouvoir tirer des leçons pour avoir des plans en fait de gestion de crise qui soient plus solides dans le cas de situations à venir. Oui, je voudrais vous entendre peut-être pour terminer sur les solutions et les recommandations. Avec son annonce, l'OMS recommande de maintenir la dynamique de la vaccination contre la COVID-19, de maintenir une forte capacité d'intervention nationale et de se préparer aux événements futurs, vous l'avez mentionné, et aussi de continuer à travailler avec les communautés et leurs dirigeants pour lutter contre l'infodémie. Donc, peut-être Dr Liu. Oui, mais tout à fait. Moi, je pense que ces points-là sont tout à fait valables et je les endosse sans aucun problème. Donc, il faut continuer, oui, à combattre la COVID-19 présentement. Il faut se préparer pour le futur. Et c'est important de se préparer dès maintenant parce que moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une espèce de je dirais un rush, une précipitation à l'amnésie collective par rapport à la COVID-19. Tout le monde veut passer à autre chose. Mais honnêtement, je me dis, c'est vrai qu'on ne pouvait pas être prêt pour ce genre d'événement-là jusqu'à un certain point, certes. Mais la chose auquel je me dis qu'il faut absolument éviter, c'est la double faute, c'est de ne pas avoir été prêt et de ne pas apprendre. Mm-hmm. Donc, j'espère que dans le temps que j'appelle interpandémique, on va tirer des leçons à tête reposée, sans trop d'émotion, pour vraiment se préparer à une autre éventuelle pandémie. Oui, professeur Borges da Silva, sur les solutions et les recommandations de l'OMS, particulièrement pour la lutte contre l'infodémie et les fausses nouvelles Mais oui, c'est important en fait de travailler avec les communautés parce que en fait, suivant la communauté dans laquelle on a grandi, les croyances, les connaissances varient et sont différentes et on va peut-être pas adhérer forcément aux données probantes et à la science. Donc c'est important d'expliquer et notamment, et on l'a vu que la docteure Drouin, du moins à Montréal, a travaillé avec ses équipes, ont travaillé énormément très près des communautés et des leaders des communautés pour aller dans ce sens-là. Donc c'est ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on va réussir en fait à pouvoir en fait avoir une plus grande adhésion non seulement à la vaccination et il va falloir continuer à se faire vacciner, mais également aux bonnes pratiques en santé publique. Oui, et qu'en est-il au point de vue des partages peut-être et de la solidarité?
Ah mais ça va être important de continuer et de mettre, et en fait comme disait ma collègue la docteure Liu, il faut absolument qu'il y ait des stratégies internationales ou une gouvernance internationale qui se mette en place pour justement s'assurer que pour admettons un pourcentage de vaccins achetés par les pays développés, une partie s'en aille un pourcentage des vaccins, oui c'est ça, s'en aille dans les pays qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens forcément d'en acheter. Donc ça va être important de continuer dans le partage pour affronter en fait les prochaines pandémies. Oui, docteur Liu, le mot de la fin, vivre avec la COVID, on est prêt, pas prêt? Mais moi, je trouve toujours ça étrange comme commentaire, vivre avec la COVID. Je pense que ça fait 3 ans qu'on vit avec la COVID. Mm-hmm. Donc après ça, on vit mal ou on vit bien, mais ça fait 3 ans qu'on côtoie la COVID, ça fait 3 ans qu'elle mine notre vie, ça fait 3 ans qu'on fait des sacrifices pour ça. Donc c'est pas vivre ou pas vivre. Après ça, c'est une façon de voir de comment on évolue avec et comment on fait la part des choses pour pouvoir justement avancer dans du positif plutôt que du négatif. Donc voilà. Je voudrais juste revenir sur un commentaire de Dr. Maurice Da Silva. Pour moi, c'est important que la solidarité, c'est pas la charité. La solidarité, pour moi, c'est de permettre à des nations d'être capables de répondre et puis d'être capables d'être aussi autonomes dans leur réponse. Et donc, je crois qu'un modèle de solidarité basé sur la charité, c'est qu'une fois que les pays nantis se sont servis, vont donner leur restant de table aux pays à bas et moyen revenu. Je ne crois pas que c'est un modèle viable. Et je crois que le modèle viable, c'est d'autonomiser les pays à bas et moyen revenu par rapport à répondre, par rapport aussi à la production d'outils comme les vaccins, des traitements ou des diagnostics rapides. Et c'est à ce moment-là qu'on va probablement être beaucoup mieux préparés. Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie de la docteure Joanne Liu, pédiatre urgentiste au CHU de Sainte-Justine, professeure à l'École de santé des populations et santé mondiale, et vous siégez sur le comité indépendant de l'évaluation de la réponse à la COVID-19 de l'OMS. Et on était en compagnie de Roxane Borges da Silva, directrice et professeure agrégée au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez nos rediffusions et visitez notre page. Nous avons une page de l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas bien sûr à la partager. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique